vous redire que j'ai souhaité vous réunir en urgence, en session extraordinaire, pour cette session qui n'était pas prévue au calendrier, tout simplement parce que nous avons une situation et un vote de la loi de finances qui vient d'intervenir très tardivement, vous l'avez vu, qui est intervenu très tardivement, et une loi de finances qui nous impose donc un examen de la situation aujourd'hui de nos départements et des propositions qui ont été contenues dans la loi de finances et dans notre budget de l'État. Alors, je ne veux pas revenir très longuement sur le contour de la situation et sur la dégradation de la situation des départements, vous le connaissez. On est, pour certains départements, dans une situation très alarmante, et pour tous les départements, face à une dégradation de nos ratios financiers, avec une explosion de la dépense sociale en France, une explosion, je dis bien. On a fait le point hier, ou avant-hier plus précisément, à Département de France, les dépenses sociales en 3 ans, dans notre pays, à la charge des départements, ont augmenté de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Rien qu'en Côte d'Or, ça a augmenté pendant la même période pratiquement de 70 millions d'euros. Vous imaginez le choc que nous avons pris. Pour l'essentiel, ce sont des mesures d'ailleurs qui ont été décidées par le gouvernement, par l'État, des mesures de revalorisation sans doute légitimes, mais non compensées, qui sont venues alourdir une charge déjà très lourde pour les départements qui sont en première ligne sur dépenses sociales. Et ce qui est assez inédit, c'est que nous avons en même temps une explosion de la dépense, et c'est assez unique dans l'histoire des départements de France, et en même temps une chute de nos ressources qui était très marquée, un plafonnement de nos dotations d'État, puisque nous n'avons plus, vous le savez, de recours à l'impôt, non, nous n'avons plus de recours à l'impôt, et donc évidemment nous n'avons que des dotations qui pour certaines d'entre elles, sont déjà plafonnées. Je rappelle le gel, on a eu un gel déjà de la DGF. La DGF, c'est 71 millions d'euros de nos ressources gelées. Donc évidemment que la situation se traduit par une chute de nos marges brutes et de nos capacités tout simplement à financer tout ce que nous avons en charge de responsabilité, c'est-à-dire difficulté à financer pour certains départements les collèges, les routes, les SDIS. On a eu encore une rencontre récemment dans le cadre du Beauvau de la Sécurité avec Hubert Poulot à Mâcon, et j'ai rencontré mardi matin le ministre délégué en charge de cette question au ministère de l'Intérieur. On est face on a un mur de dépenses qui est devant nous. Et donc, ce qui a été d'autant plus incompréhensible, je le dis très franchement devant vous tous, incompréhensible, c'est que le gouvernement qui a bien pris conscience de la fragilité particulière des départements de France, a néanmoins continué sur sa trajectoire de nous appeler à financer une partie du déficit public dont nous ne sommes et dont nous ne nous sentons absolument pas responsables. Ce n'est pas moi qui ai demandé, et nous, départements de France, qui avons demandé la suppression du foncier bâti pour le transférer aux communes. Ce n'est pas nous qui avons demandé de le remplacer, de supprimer la taxe d'habitation en France. Donc, et aujourd'hui, on est face à une situation où nous sommes appelés à participer avec un effort qui est très important pour les départements. C'est même la strate, les départements qui vont être appelés à l'effort contributif de résorption du déficit public la plus importante, la part la plus importante. Pourquoi ? Nous allons avoir déjà, on nous dit, le gel de la TVA. Le gel de la TVA n'impacte pas les communes. Les communes ne perçoivent pas de TVA, à l'exception du FCTVA. C'est-à-dire du FCTVA, quand vous avez réussi, vous avez le retour de la TVA. Mais autrement, ils ne perçoivent pas de TVA. Nous, la TVA, imaginez qu'en Côte d'Or, la TVA qui a remplacé le foncier bâti, ça représente 205 millions d'euros de nos ressources. 205 millions. Donc évidemment, c'est-à-dire un tiers de nos recettes. Évidemment, lorsque vous plafonnez, vous gelez la progression, vous vous retrouvez avec un niveau flat alors que vos dépenses continuent d'augmenter. Donc vous voyez l'impact que ça a eu sur nous. En plus, le génie bercynien, le génie de Bercy a pondu un machin, un nouveau machin, je n'ose pas le qualifier autrement, qui s'appelle un DILICO. Alors je vais vous dire, je vais vous l'exprimer en clair, c'est un dispositif de lissage des collectivités locales. En clair, on peut nous prélever jusqu'à 2% de la ressource
la mettre de côté et nous ne la récupérerons que par tiers pendant 3 ans. Mais l'État, au passage, va prélever 10% pour alimenter un fonds de réserve. Ouais, franchement. Donc, quand j'ai regardé, en plus, alors j'ai dit au gouvernement, c'est incompréhensible votre proposition au Parlement. Et donc, on a exonéré 50 départements qui sont les plus fragiles de ce DILICO. Mais ça veut dire que la charge va reposer sur les 50 autres, enfin un peu plus de 50 autres. Et donc, nous avons là encore 220 millions d'euros en France à geler, à mettre de côté avec une restitution par tiers. Je trouve ça incompréhensible, inapplicable dans le contexte que nous traversons. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disait M. Moscovici, que j'ai dénoncé récemment dans la presse, lorsque j'ai entendu M. Moscovici dire pour les collectivités locales, on va faire baisser la ressource pour faire baisser la dépense. Enfin, pour les départements, c'est une méconnaissance totale de ce que nous vivons. C'est pas la ressource qu'il faut faire baisser, c'est la dépense qu'il faut faire baisser. Et il faut arrêter de charger la barque des départements, il faut arrêter de charger la barque sociale si nous ne prévoyons pas en face des financements pour en assurer la solidarité. Donc il faut arrêter avec ces promesses, ces annonces successives de revalorisation qui ne sont pas financées. Qui ne sont pas financées ni par l'État, qui ne sont pas finançables, puisque c'est un transfert de charges pour nous. Je vous rappelle, pour dresser la fin du panorama, que pratiquement la moitié de la dépense sociale, un peu moins, mais ça relève de décisions qui sont prises par l'État lui-même. Les allocations individuelles de solidarité, c'est pratiquement la moitié de nos dépenses sociales. On n'en maîtrise ni le contour, ni les bénéficiaires, ni le montant. Ça s'impose à nous. Et l'évolution a été considérable, hein, je vous l'ai dit. Donc, alors, dans ce contexte-là d'incompréhension, on a fait des propositions. On a dit, ben voilà, il faut d'abord arrêter de charger la barque, mais en même temps, il faut qu'on puisse disposer de ressources pour faire face à l'augmentation de la dépense sociale. Légitime, hein, mais qui doit être maîtrisée, ou en tout cas compensée. On avait demandé notamment à ce qu'on ait à disposition une part de CSG. La CNSA a récupéré l'an dernier avec 0,15 points pratiquement 2,5 milliards d'euros, et nous avons récupéré 150 millions d'euros pour parvenir à maintenir le plancher de remboursement d'une partie de ce que nous versons par l'État. Donc c'est juste intenable. Donc le gouvernement nous a offert dans ce contexte-là une possibilité, conscient de la situation, c'est de pouvoir augmenter les DMTO, vous savez, sur l'immobilier, les droits de mutation, comme on les appelle, sur la transaction immobilière, et notamment, mais en même temps, en prenant une mesure préservatoire, puisque tous les primo-accédants ne seront pas concernés par cette hausse de 0,5. Au départ, vous vous en souvenez, le gouvernement et le Parlement avaient proposé que ce soit simplement ceux des biens qui étaient en dessous de 250 000 euros de valeur qui étaient exonérés de la hausse. Dans le débat parlementaire, il a été décidé, je prends acte de cette décision que je n'ai pas souhaitée, mais il était décidé, j'en prends acte, je dis bien, de cette décision de sortir les primo-accédants. Je rappelle que cette hausse de 0,5 points est prévue pour 3 ans. C'est une possibilité ouverte au département, mais et la décision doit être prise, la décision globale doit être prise avant le 15 avril, sans quoi on ne pourra plus revenir sur cette perspective. Je dois vous le dire franchement, ce n'est pas de gaieté de cœur que la plupart des départements français vont adopter cette mesure. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais en même temps, c'est absolument incontournable parce qu'il y a des départements qui, dans notre pays, sont dans une situation de quasi-faillite, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas boucler leur budget. Nous avons aujourd'hui 50 départements qui sont au-dessous du seuil qu'on considère comme étant de fragilité, fixé par la Cour des comptes à 7% de marge brute. Donc en dessous de 7%. Il y a même des départements qui sont en marge brute négative, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs seuls emprunts.
Donc la décision d'augmenter les DMTO que nous propose le gouvernement en compensation, ce n'est pas ce que nous souhaitions. On souhaitait une compensation par la CSG, mais dès lors qu'elle est là, nous n'avons pas le choix, et tous les départements de France, je pense, ou la plupart, vont prendre cette décision d'augmenter. Alors je le dis tout de suite, c'est une décision qui ne suffira pas à faire face à l'explosion de la dépense sociale, mais elle devrait nous rapporter cette année, puisqu'on va l'appliquer dès le 1er avril, dès lors que vous l'aurez voté, et je le souhaite, nous rapportera 3,5 millions d'euros. Alors, je le dis et répété au gouvernement parlementaire, que j'ai tous rencontrés, et président de groupe et président de parti. Il est insupportable que les départements qui sont sans contestation la strate la plus fragile soient encore amenés à contribuer à hauteur de 900 millions d'euros, 40% de l'effort demandé aux collectivités pour combler un déficit dont je vous rappelle encore une fois que nous ne sommes pas responsables. Je vous disais, dans les chiffres, pour être clair et rapide, dans les chiffres, je vous parlais du gel de la TVA. Donc, pour la Côte d'Or, le gel de la TVA, compte tenu des perspectives de croissance de la TVA, c'est 7 millions d'euros que nous n'aurons pas. 7 millions. Le dispositif, vous savez, le fameux machin dont je vous parlais, le dispositif de lissage conjoncturel qualifié de DILICO, pour le département de la Côte d'Or, alors nous avions fait une estimation à près de 2 millions. On me dit aujourd'hui que ce serait plus proche de 1,4 million. J'attends de voir, parce que le chiffrage de Bercy, l'expérience récente m'a appris que le chiffrage de Bercy méritait circonspection, hein, à tout le moins. Donc nous étions sur 2 millions, on verra à la fin du prélèvement. Donc en tout cas, il y a 1,4 million que nous allons devoir sortir de notre budget. Au total, l'effort imposé par le gouvernement au département de la Côte d'Or sera pratiquement de 9 millions d'euros, estimé, hein, sans compter le gel de la DGF. Donc c'est un niveau de prélèvement injuste, je l'ai dit, hein, les départements vont participer à 40% à l'effort demandé aux collectivités, c'est injuste, disproportionné, et ça va aggraver de manière certaine l'impasse budgétaire à laquelle les départements sont confrontés. Voilà, simplement, aujourd'hui, nous sommes à une croisée de chemin. D'ores et déjà, il faudra préparer les lois de finances et participer à l'élaboration des lois de finances pour 2026. J'espère qu'on sera entendu et qu'en tout cas, on aura les moyens de faire face à cette évolution de la dépense. Vous voyez, dans un département comme le nôtre, pour comparer, hein, l'État, dans le PLFSS, nous a accordé au plan national 200 millions d'euros pour simplement maintenir le niveau de compensation des allocations individuelles de solidarité, c'est-à-dire l'APA, le RSA et puis la PCH. Je rappelle que sur l'APA, la PCH, l'APA, on est à 40% parce qu'il y a eu un effort de rattrapage, mais ça veut dire que sur l'APA, 60% de la dépense du vieillissement de la population est supportée par le département. En Côte d'Or, 60%. Sur la PCH, on est de l'ordre de 34. PCH, l'État nous compense à hauteur de 34%. 34%. Quand vous voyez l'évolution de la PCH dans le département, nous sommes pratiquement à 100 millions d'euros de dépenses pour la PCH. 100 millions d'euros, compensés à 34%. Vous voyez bien que c'est intenable. La solidarité nationale à l'égard du monde du handicap, à l'égard du vieillissement de la population, de la protection des enfants, ne peut pas relever que de la seule solidarité départementale. C'est absolument impossible. Il faut que la solidarité nationale joue. Et moi, ce qui m'inquiète terriblement, comme si cela ne suffisait pas, pour l'année qui vient, on nous annonce 1 milliard de dépenses supplémentaires pour les départements français. 1 milliard. Il y a d'abord la revalorisation automatique du RSA. Revalorisation automatique du RSA, ça paraît simple comme ça, l'index. Dans le département du Nord, c'est 30 millions d'euros. Chez nous, c'est de l'ordre de 2 millions. Chaque augmentation, c'est 2 millions d'euros de dépenses supplémentaires. À un moment
donné, on ne peut plus tenir. On ne peut plus tenir. Des ressources flat et des dépenses qui augmentent. 2 millions. On va voir la prestation à la source. Moi, j'avais demandé la prestation à la source, c'est-à-dire que vous aurez un formulaire pré-rempli. J'ai vu d'ailleurs que les CAF de France et la CAF ont écrit à tous les auto-entrepreneurs pour leur dire inscrivez-vous au RSA, allez regarder sur le RSA. Enfin, franchement, quelqu'un qui est déjà en activité, il ne faut pas encourager celui qui est en activité à aller bénéficier du RSA, ou alors on ne comprend plus. Donc, le recours à la source, moi j'ai demandé à ce qu'on soit très prudent. Donc, j'ai vu la ministre à ce qu'on puisse travailler pour voir l'évolution. Moi, je ne pense pas que les chiffres, d'ailleurs, que nous annoncés de non-recours au droit, que serait censé régler le fait d'avoir une prestation à la source, je ne pense pas que les chiffres soient aussi élevés que ça, parce que ça voudrait dire que nos services sociaux ne seraient pas territorialement au rendez-vous, ce que je ne crois pas. Maintenant, ça va nous permettre, on nous dit que ça nous permettra de limiter les fraudes, la prestation à la source, c'est-à-dire de ceux qui étaient sur plusieurs ressources. Je demande à voir, en tout cas nous allons avoir un engagement du gouvernement de mettre en place un comité de suivi pour voir les effets de la réforme de la prestation à la source. Moi je suis très réservé sur la prestation à la source, non pas parce que je ne souhaiterais pas la simplification de l'accès au droit et lutter contre le non-recours au droit, mais je suis réservé parce qu'il faut vraiment qu'on ait droits et devoirs en même temps. On ne peut pas en même temps afficher la volonté d'accompagner les personnes sur le chemin du travail en développant France Travail et dans le même temps avoir une prestation à la source qui ne soit pas assortie non pas de contraintes, mais d'un engagement adapté à la situation de la personne. Donc on verra. Alors ça, c'est la deuxième évolution. Et puis on va avoir une nouvelle extension du Ségur. Moi j'ai demandé qu'on va arrêter l'extension du Ségur. On va avoir une convention collective unique. Par expérience, pour avoir été ministre de la fonction publique, je sais très bien que les conventions collectives se font toujours par le haut. Donc il y aura des conséquences aussi pour nous. Et puis il y a cette fameuse... on parle beaucoup en ce moment du débat sur les retraites, mais le financement des retraites. Eh bien aujourd'hui, nous avons un problème de financement des retraites, de la caisse de retraite des collectivités locales, puisque la CNRACL présente un déficit extrêmement lourd, après avoir été ponctionné allègrement pour aller alimenter le régime général. On parle d'une ponction sur le système de CNRACL de l'ordre de 100 milliards d'euros en euros courants. Et donc, nous avons un appel qui porte sur 1,2 milliard en France. Alors, résultat concret pour la Côte d'Or, nous allons avoir 2,5 millions d'euros de cotisations supplémentaires à verser. Madame, 2,5 millions d'euros. Coût 2,5 millions d'euros pour la Côte d'Or. Vous voyez, l'enjeu il est simple, et la question est simple, elle est posée au gouvernement, à l'État. On fait comment pour l'avenir? On fait comment? Je rappelle aussi à chacun, parce que parfois on nous dit il faut maîtriser, il faut regarder, maîtriser la dépense, c'est exactement ce que nous avons fait. Je rappelle que lors de notre dernier budget, nous avons, pour la première fois, voté un budget de fonctionnement en baisse, puisque nous avons réalisé plus de 10 millions d'euros d'économies sur un budget de 676 millions. Heureusement qu'on s'était désendetté, parce qu'évidemment la charge de la dette ne vient pas aujourd'hui peser sur nos finances départementales et de son remboursement. Mais l'effet ciseau, il est là, il est dévastateur. Et dans notre département, même si nous tenons bon encore, nous avons pour la marge brute, c'est-à-dire ce qui nous permet pour investir demain, aujourd'hui et demain, notre épargne brute, elle a chuté de 57%. On avait 50 millions d'euros, enfin on était même à 87 millions d'euros en 2022, on est passé à 37 millions d'euros en 2024. Vous voyez un peu la déperdition. Donc on va arriver bientôt à un seuil critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en deçà d'une certaine marge brute parce qu'on ne pourra plus rembourser les emprunts qui avaient été contractés. Alors je le redis, tous les départements sont dans la même situation, mais en tout cas c'est intenable et il faut bien que vous alertiez chacun dans vos engagements, nos élus nationaux, pour leur dire que derrière il y a un enjeu stratégique majeur. Il faut qu'on continue d'investir dans nos routes.
5 800 km dans le département, on en a 375 000 en France. On parle du changement climatique et de l'évolution sur la prise en compte du risque dans nos SDIS, et en ce moment même le Beauvau de la sécurité. Et on sait très bien que l'essentiel de l'effort sur le financement des SDIS est porté par le département. On a nos collèges, et puis il faut investir et continuer à investir sur les stratégies d'avenir, parce que l'investissement, c'est aussi de l'activité pour les entreprises, et donc c'est de l'emploi. Je rappelle à cet égard d'ailleurs que nous avons plus de 70% de la commande publique Côte d'Orienne qui est assurée par des entreprises de Côte d'Or. Voilà, on est dans un contexte, je vous le dis très simplement, dans lequel l'État est largement responsable de ce que nous vivons, largement responsable. On n'a pas le choix aujourd'hui que de saisir l'opportunité d'autorisation donnée par le gouvernement de relever temporairement le taux des DMTO de 0,5 points pour préserver tout simplement notre capacité à agir aux côtés des Côtes d'Orient. Donc il y aura un premier rapport qui décrit cette situation. Je souhaite qu'il soit diffusé très largement, que chacun ait bien conscience de la situation qui nous est faite, et qui est faite à la Côte d'Or et aux Côtes d'Orient. Et puis le second rapport, c'est celui qui prévoit de relever de 0,5 points provisoirement, temporairement, le taux des DMTO. Et je voudrais être très clair parce que je voudrais répondre aux propos alarmistes, aux fake news qui circulent ici ou là. D'abord, je le redis, les primo-accédants sont exonérés de la hausse de cette taxe. Les primo-accédants. Donc c'est environ 40% de ceux qui accèdent à un bien. En Côte d'Or et en moyenne en France. 40% des acquéreurs. Deuxièmement, sur la crise de l'immobilier. En fait, ce n'est pas le DMTO qui détermine si vous allez acheter un bien ou pas. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a eu des acquisitions quand les taux d'intérêt étaient bas et qu'il y avait un climat de confiance. Et ce que j'observe, c'est que lorsque les taux d'intérêt ont augmenté et qu'on n'a plus confiance dans son avenir ou quand on est très interrogatif avec la montée d'entreprises qui risquent de fermer leurs portes ou qui licencient, etc., on est dans un climat plutôt anxiogène qui ne favorise pas l'acte d'achat. Mais enfin, franchement, l'augmentation du DMTO de 0,5 points, c'est 500 € supplémentaires par tranche de 100 000 €. 500 € par tranche de 100 000, c'est-à-dire 1 500 € répartis sur 25 ans, 20 ou 25 ans, c'est quand même notoirement amortissable. Alors, je ne dis pas que c'est de gaieté de cœur, je vous le redis, mais en tout cas, c'est incontournable. Et moi, je souhaite prendre mes responsabilités. Si on veut continuer d'agir pour la Côte d'Or, c'est incontournable, c'est de l'argent qui retournera, bien évidemment, aux Côtes d'Orient. Voilà. En tout cas, maintenant, c'est une mesure d'urgence. On la prend. On n'a pas le choix. Et je vous le dis, maintenant, un nouveau combat commence, c'est celui de la loi de finances 2026. Il faut impérativement, et je compte sur chacun d'entre vous pour porter ce débat dans toutes les collectivités, il faut impérativement qu'on ait une juste compensation des dépenses sociales. Il y a déjà des engagements qui ont été pris. Alors seront-ils tenus? Parce qu'on est dans une telle incertitude politique. On ne sait pas la durée de vie des gouvernements. On ne sait même pas s'il n'y aura pas des élections demain. Donc il y a un engagement pris par la ministre de parvenir à 50% de compensation des AIS en 2027. C'est ce que nous demandions. Ce serait déjà une bouffée d'oxygène. Maintenant, à savoir si ça va se traduire dès 2026, c'est ce que je souhaite. Et on continuera le combat pour qu'on ait une juste compensation des dépenses sociales que nous ne maîtrisons pas, tout simplement, parce qu'on n'en maîtrise ni le montant, ni les bénéficiaires. Voilà. J'appelle le gouvernement aujourd'hui à un dialogue responsable, à une vraie prise de conscience de l'urgence de la situation des départements, parce que j'ai une conviction profonde, et je vais vous la donner. Si on met à genoux les départements, c'est la France tout entière qui ne s'en relèvera pas. Voilà ma conviction. Je vous remercie, mes chers collègues.